Bonjour, j'essaye de corriger à chaud le problème des mines, le deuxième problème MP, donc MP2 2024. Voilà. Ça parlait de graphes aléatoires. Je vais corriger la partie 1 et 2. Il y avait une partie 3 qui était plus impliquée déjà. Et pour la partie 3, bon, il y a un article de Raphaël Rossignol que vous pouvez trouver sur la toile, qui raconte un petit peu, bon, qui va beaucoup plus loin évidemment que le sujet, mais si vous regardez le début, c'est la partie 3 du problème. C'est des problèmes de graphes aléatoires. Il y a il y a des noms illustres qui se sont intéressés au problème, dont Erdos. Voilà, donc ça marque le respect. Alors, ce que je pense de l'épreuve, c'est que au niveau bagage, au niveau intérêt en soi de l'épreuve, bon, j'ai pris du plaisir à la regarder. Elle est intéressante, elle est ambitieuse. Bon, alors maintenant, pour ce qui est de l'épreuve en elle-même, je l'ai trouvé un petit peu difficile, un peu chaud. Il y a eu quelques questions, surtout dans la partie 1. Après la partie 2, c'était simple. Ce qui est des fois embêtant, parce qu'il y a des gens qui vont sauter, des gens qui vont pas sauter. Bon, voilà, de mettre du très simple derrière du béton, quoi. Ça, c'est un petit peu embêtant. Et il y avait des parties, comme par exemple le petit 1, je l'ai trouvé juste délicat. Pas difficile, mais délicat. Pour bien le montrer de façon propre, comme un petit 1 doit être normalement. Ensuite, il y a eu 2-3 questions, je dirais 2 questions moins, où ce qui m'est venu en premier, c'était, bon, je me suis dit, ah bah tiens, bah ouais, ça c'est le développement de la place. Puis après, ah bah non, ils connaissent pas le développement de la place. Comment je ferais si j'étais Taupin? Et là, on se creuse un petit peu la tête pour trouver un moyen détourné. J'ai trouvé qu'il y avait 2-3 questions, c'était pas pour des petits labinous, hein, c'était un petit peu chaud, quoi. Et c'est embêtant parce qu'il y a des gens, c'est des marsupilamis, ils sautent, et puis d'autres, c'est des rottweilers, ils s'accrochent. Et là, on pouvait rester accroché un certain temps sur certaines questions. On va voir ça tout de suite. D'abord, on parlait de matrice d'adjacence d'un graphe. Alors les graphes, ici, c'était des graphes non orientés, comme ça, simples, donc avec une seule arête, hein, et pas d'arête entre un sommet et lui-même, donc pas de boucle. Hein, voilà. Donc un, par exemple, comme celui-ci, et la matrice d'adjacence. Les sommets, donc c'est l'ensemble des sommets, 1, 2, 3, 4, c'est S. Les arêtes, c'est A. Voilà. Bon, ici, il se trouve qu'il y a 4 sommets, 4 arêtes, mais c'est une coïncidence. Il pourrait y avoir, on pourrait enlever cette arête, on pourrait en rajouter d'autres, bon, etc. La matrice d'adjacence, c'est qu'on va prendre ici les lignes 1, 2, 3, 4 et les colonnes 1, 2, 3, 4. On met un 0 s'il n'y a pas d'arête entre I et J et on met un 1 s'il y a une arête. Donc ici, vous vérifiez que ça, c'est la matrice d'adjacence du graphe. Alors c'est MG identité parce que ici, je n'ai pas renuméroté le graphe. C'est l'identité, donc c'est-à-dire que 1, c'est bien le 1, 2, c'est bien le 2, etc., etc. Mais je peux réindexer les sommets, ou les indexer, comme ils disent dans le sujet, et dans ce cas-là, j'appellerais ça MG sigma, ou sigma, c'est une permutation hein, de mes nombres, ici de 1 à 4, mais en général de 1 à n. Alors, question 1. On part de P, permutation des entiers de 1 à n, hein, qu'on note comme ça, et M, MIJ, une matrice, où I et J, évidemment, vont de 1 à n, hein, vous en doutez. P, c'est une permutation de 1 à n, on crée la matrice M', c'est moi qui l'appelle M', c'était pas dans le sujet, c'est petit m de P de I, P de J. Voilà. Alors, regardez, il faut montrer que M et M' sont semblables. Alors, c'est là où je trouve que c'est délicat, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de rédiger. Il y a la rédaction, oui, à permutation près, c'est la même chose, mais à permutation près, il faut le préciser, je pense, surtout une première question. Donc, voilà comment je le ferai pour éviter que semblable soit synonyme de P-1, MP, avec P une matrice de passage.
grand P, hein, évidemment, pas petit p. Bon, c'est de prendre, évidemment, petit u dans L de Rn, associé canoniquement à M, hein, puisque Rn possède une base canonique, EI, d'accord, I de 1n, toujours, et donc ce qui veut dire que U de EJ, quel que soit J, c'est une somme de NIJ EI. C'est exactement ça, la définition d'une matrice de U dans une base. Donc maintenant, je vais écrire, je vais réindexer ici, à ce niveau-là, comme ça, U reste le même. Les matrices vont changer, mais U, ça reste le même. C'est ça qui... c'est là où il faut avoir un peu d'expérience quand même. U de P de J, bah forcément, c'est somme de MI P de J, puisque fois EI, mais maintenant, quitte à réordonner ma somme, c'est M de P de I, P de J, E, P de I, en réordonnant, parce que P est une bijection. Évidemment, ça, c'est pas mal de le dire. Donc, ça veut dire que la matrice M', d'accord, quand on regarde ça, et ça, on compare ça et ça, on voit que la matrice M', c'est la matrice de U dans la nouvelle base E de PI. Voilà. Donc, finalement, ça veut dire que M et M' sont semblables, sans autre forme de procès. Maintenant, on a Mg sigma de Ij, c'est égal par définition à 1 si sigma de I, sigma de J est une arête du graphe. Donc sigma, je vous rappelle, c'est une permutation aussi des éléments de 1 à n. Et 0 sinon. Hein, d'accord, voilà. Bon, alors, comment montrer que Mg sigma et Mg sigma prime sont semblables? Pareil, on a envie de dire, bah voilà quoi. Bon, c'est vrai parce que on permute, mais il faut être un peu plus précis que ça, je pense, surtout pour une première question. Donc, on va utiliser la question précédente. Mg sigma, maintenant je mets Pi, P de J. Pour l'instant, je ne sais pas qui est ma permutation. Je prends une permutation quelconque. Je remplace donc I par P de I, J par P de J, ce qui fait que ça vaut 1 si sigma de P de I, sigma de P de J est une arête. D'accord ? Et 0 sinon. Voilà. Donc maintenant, j'ai compris. Si je veux remplacer sigma par sigma prime, il faut que j'ai 1 si sigma prime de I, sigma prime de J appartient à A et 0 sinon. Donc il suffit que je pose P égale sigma moins 1 sigma prime. Comme ça, en posant sigma moins 1 sigma prime, je vais avoir sigma prime de I et là sigma prime de J. Voilà. Bon, et là c'est plus précis et on sent bien qu'on est dans le mainstream du problème. Ok. Deuxième question. Deuxième question qui peut être casse-gueule parce que si on n'a pas trouvé le truc, on part à l'ouest. Il faut montrer que Mg, bon, sigma, bon, que la matrice d'un graphe est diagonalisable. C'est pas évident, a priori. Mais juste en disant, bah, on remarque que c'est une matrice symétrique réelle, eh bien, il y a le théorème spectral qui nous dit qu'une matrice symétrique réelle est diagonalisable. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est la première était délicate, la deuxième est aléatoire, parce que si on y pense, eh ben, on a tout de suite la réponse, et si on n'y pense pas, on peut galérer un moment. Bon, ok. Alors, troisièmement, il fallait montrer que le rang de la matrice d'un graphe, l'adjacence d'un graphe, non vide, est toujours différent de 1. Ok. Alors, on va supposer par l'absurde que le rang C1. Et là, bah oui, le troisièmement vient après le deuxièmement. Ça marche à tous les coups, ça. Ici, on a montré que c'était diagonalisable. Donc maintenant, comme c'est diagonalisable, ça voudrait dire que le rang étant 1, et ben comme c'est diagonalisable, ça veut dire que la matrice est semblable à une matrice diagonale. Mais, toujours pareil, comme le rang est 1, c'est une matrice diagonale de rang 1. Bah oui, voilà, puisque deux matrices semblables ont même rang. Donc ici, ça veut dire que vous avez que des zéros ici, sauf un seul, hein, une matrice diagonale de rang 1, ça veut dire qu'il y a un seul élément ici
qui est non nul. Et il faut qu'il soit non nul. Hein. S'il est nul, c'est pas bon. Parce que ce serait de rang 0. Bon. Alors, on a un lambda, mais lambda, ben maintenant, il est égal à la trace de m, parce que la trace est invariante par similitude. Bon. Donc ça, c'est l'invariance par similitude, mais la trace de m, c'est 0, puisque sur la diagonale de m, puisqu'il n'y a pas de boucle, vous avez 0. Voilà. Donc ça voudrait dire que mg serait semblable à 0, donc serait de rang 0, puisqu'elle est nulle. Donc c'est absurde. Voilà, ça c'était le troisièmement. Ensuite, on nous parlait du graphe, quatrièmement, étoilé. Ça veut dire qu'il y a... Bon, je l'ai indexé un peu comme je voulais. J'ai mis un 1 là. J'aurais peut-être pas dû, mais maintenant que je suis parti là-dessus, bah, j'ai mis l'étoile en 1. Graphe étoilé, ça veut dire que vous avez un sommet et que tous les autres sommets sont d'une part connectés à ce sommet, d'accord, au cœur de l'étoile, ici, et d'autre part non connectés entre eux, les autres sommets. Donc ça veut dire que, quitte à changer, à réindexer, parce que c'est ça l'intérêt un peu du petit 1, c'est montrer que quand on va faire de l'analyse spectrale d'un graphe, cette analyse spectrale ne dépend pas de la réindexation, parce que on va avoir les mêmes spectres, on va avoir au niveau réduction, ça va être la même chose, puisque on sera dans la même classe de similitude, c'est ça qu'on montre. Donc on se fiche un petit peu de l'indexation ici du graphe. Donc, bon, je dis pas que M, la matrice, c'est égal à ça, mais je dis que, étant donné que c'est étoilé, quitte à réindexer, c'est ça à similitude près. D'accord? Voilà. D'après le petit 1. Donc Mg est semblable à cette matrice, donc il y a toujours des zéros sur la diagonale. Là, vous avez l'étoile en 1, donc vous avez que des 1 ici, donc que des 1 ici parce que c'est une matrice symétrique. Et ici, vous avez que des zéros qui expriment que les éléments qui ne sont pas au cœur de l'étoile, ils ne sont pas connectés entre eux. On voit donc que le sous-espace engendré par les colonnes est de dimension 2, puisque c'est engendré par ce vecteur-là, 0 avec que des 1, et le vecteur canonique E1, 1, 0, 0, 0. Voilà. Il n'y a que ces deux vecteurs-là, ils sont libres évidemment, ça c'est une évidence, et donc le rang vaut 2. Après, on nous demandait de montrer que la réciproque est fausse, on peut avoir du rang 2 dans une matrice d'adjacence sans avoir une forme étoilée. Oui, alors bon, faut se creuser un peu la tête pour ce contre-exemple, je trouve, parce que pour 3, on se dit, tiens, je vais le chercher pour 2, pour 3, il faut déjà commencer, je pense, par 4, pour avoir quelque chose de non étoilé. Hein, 4, le nombre de sommets, n égale 4, petit n égale 4. Regardez, j'ai pris 1, 2, 3, 4, et voilà les arêtes en rouge. Ça veut dire que 1 et 2 ben, sont connectés à 3, 4, donc ça fait ces mêmes vecteurs, et 3, 4 sont connectés donc à 1, 2, on a une matrice symétrique, et ça c'est de rang 2 sans être étoilé. Plus généralement, on pourrait prendre une espèce de graphe complet bipartite, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous prenez autant de sommets que vous voulez ici, et vous subdivisez vous partitionnez vos sommets en 2, voilà, et ici vous créez un graphe total où chaque élément ici va aller vers chaque élément du deuxième, donc chaque élément d'une partition est connecté à chaque... ça va être affreux. Bon, bref, vous avez compris, c'est un graphe total. Hein. Et là, évidemment, vous allez avoir, pareil, deux vecteurs. Vous allez avoir un vecteur avec 0, que des 0 pour ce qui est de cette indexation-là, et que des 1 pour celle-là, puis que des 1 pour celle-là, et que des 0 pour celle-là. Voilà. Bon. Fallait se creuser un petit peu la tête quand même pour trouver un contre-exemple. C'était pas tout à fait évident. Et avec l'envie de sauter la question aussi que je comprends parfaitement parce qu'on se dit bon c'est pas le contre-exemple qui va nous aider à aller plus loin. Voilà. Alors on continue avec le 5.
Le 5, c'était juste pour se rassurer que si G' est une copie de G, donc juste on réindexe, hein, alors on a les mêmes polynômes caractéristiques. Ça peut servir ensuite pour avoir des choses indépendantes de l'indexation. Bah oui, puisque les matrices sont semblables, c'est ce qu'on a vu précédemment. On attaquait un peu dans le dur avec le 6. Le 6 était difficile. Il y avait une question difficile, je trouvais, c'était de trouver un contre-exemple tout à l'heure, mais elle était sautable. Là, on n'a pas trop envie de la sauter, et là, c'est difficile. Moi, je le fais, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, je peux le faire avec Binet-Cauchy, et après, je me suis dit, bah non, ils ne connaissent pas Binet-Cauchy. Alors, allons-y, il fallait trouver, dans le polynôme caractéristique normalisé unitaire, hein, AN-1 et AN-2. Ouais. AN-1, c'était facile. D'après les relations coefficients racines, c'est moins la somme des lambda i allant de 1 à n. Bien sûr, ça c'est les relations coefficients racines. Les lambda i sont les valeurs propres. Hein. On a une matrice diagonalisable avec valeurs propres réelles, etc., etc. Eh bien, la somme des valeurs propres, on sait que c'est la trace. Hein. C'est finalement juste le fait que la trace est un invariant de similitude. Ici, on a moins trace de mg, et la trace de mg, ben, ça vaut 0, évidemment. Donc ici, ça fait 0. Facile. Ensuite, un peu plus dur. AN-2. Alors, AN-2, voilà comment je m'en suis sorti avec des méthodes topinales. Vous avez les relations coefficients racines qui disent que AN-2, c'est la somme des lambda i, lambda j, i strictement inférieur à j. Ce sont ce qu'on appelle les polynômes symétriques élémentaires des racines. Donc le deuxième polynôme symétrique. Donc il y a une alternance ici de signes, hein, qu'il faut faire attention, et toujours mettre i strictement inférieur. Il ne faut pas qu'il y ait d'égalité. Et ça, bah, c'est facile à voir que c'est 1/2 de la somme des lambda i au carré moins la somme des carrés des lambda i. C'est une identité remarquable. La somme ici, bah, on a vu que ça valait 0. Et ici, bah, ça, c'est la trace de la matrice diagonale au carré. Donc, comme M est semblable à la matrice diagonale, M carré est semblable à la matrice diagonale au carré, donc c'est la trace de la matrice M au carré. Voilà. Donc ici, ça va faire moins 1/2, à cause du moins là, et du 1/2 là, moins 1/2. Maintenant, j'utilise le fait que M est symétrique, ça fait moins 1/2 de la trace de M transposé M. Alors, M a des colonnes, que je vais appeler CI. Bon, j'aurais dû les appeler CJ. Allez, je les ai appelées CI. Et ce que je veux, c'est la trace de ça, c'est-à-dire la somme des coefficients diagonaux de ce produit. Les coefficients diagonaux, ça veut dire que je prends la ligne I de M transposé, je prends la colonne I de M, et j'en fais le produit scalaire canonique dans Rn. Bien. Maintenant, la ligne la IM ligne de M transposé, c'est la IM colonne de M. Donc ça veut dire que je prends le produit scalaire de CI, produit scalaire canonique, hein, la somme des carrés de la colonne. Et pour I allant de 1 à N. Maintenant, ben, ces colonnes, il n'y a que des 0 et des 1. Et il y a autant de 1 sur la colonne CI que I possède ce qu'on appelle le degré du sommet, c'est-à-dire que I possède d'arêtes qui partent du sommet, I. Donc ça fait moins 1/2 pour la somme des arêtes de G, et on met un 1, pour I allant de 1 à N, on met un 1 dès que I est dans l'arête et 0, sinon. Voilà. Alors je devrais mettre au carré, mais bon, comme c'est 0 ou 1, 0 au carré et 1 au carré, c'est égal à 0, respectivement à 1. Donc ici, on va avoir, ben quoi? Attention, pas le nombre d'arêtes, mais 2 fois le nombre d'arêtes, parce qu'une arête possède 2 sommets. Donc une arête, ici, il va y avoir un 1 exactement 2 fois. Pour un sommet de l'arête et pour l'autre. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir 2 fois le nombre d'arêtes. Comme on multiplie par moins 1/2, ça fait moins
le nombre d'arêtes. Donc ça fait que AN-2, c'est ce qu'on nous demandait, de trouver AN-2 en fonction du nombre d'arêtes, c'est moins le nombre d'arêtes. Voilà. Pas facile. Le 7, c'était plus les vacances, une fois qu'on admettait le 6 en tout cas. On a un graphe étoilé à des branches et puis des sommets isolés. Bon. Alors, ici, j'ai des branches, là ici, donc ça veut dire que j'ai ma matrice du graphe comme ceci, et comme j'ai n sommets isolés, je vais avoir un bloc diagonal, mais nul ici. Donc ici j'ai un bloc diagonal de taille d plus 1, ici j'ai un bloc diagonal de taille m, où m c'est le nombre de sommets isolés. Je crois qu'ici c'était d1 et ici c'était d2. Bon, je change un peu les notations, c'est pas grave. Et on nous demandait les éléments de réduction de cette matrice-là, finalement, donc valeur propre, vecteur propre. Alors, pour les valeurs propres, eh bien, on remarque d'abord que le rang de mg est égal à 2, d'après ce qu'on a vu précédemment, ce qui veut dire que la multiplicité, bon, si vous voulez, le noyau de mg, c'est n-2, ce qui veut dire que la multiplicité géométrique de 0, donc la dimension du sous-espace propre pour la valeur propre 0, c'est n-2, mais comme c'est diagonalisable, eh ben, c'est aussi la multiplicité algébrique de 0. Donc la multiplicité algébrique de 0, donc l'ordre de la racine 0 dans le polynôme caractéristique, c'est n-2 parce que c'est diagonalisable. Ça veut dire que finalement, comme c'est n-2, on n'a plus qu'à calculer les trois premiers termes, puisque là, ça va faire 0. Bien. Donc ça fait qu'IG égale, bon, le premier terme c'est xn, le deuxième terme, on l'a vu, c'est 0, et le troisième terme, on regarde le nombre d'arêtes, il va y avoir d arêtes, d'accord, c'est l'étoile, et donc moins d, x, n-2. Donc on le factorise, ça fait x puissance n-2, facteur de x2 moins d. D, je vous rappelle qu'il est non nul. Donc ça veut dire que il va y avoir racine de d et moins racine de d comme valeur propre simple, et 0 comme valeur propre d'ordre n-2. Et bon, c'est facile d'avoir, donc ici j'ai mon vecteur propre, c'est par exemple pour plus racine de d, ça va faire racine de d 1, 1, 1, 1, 1, donc il va y avoir d1 et que d0, bon, par exemple. Et pareil avec moins, d'accord. Et pour lambda égale 0, eh bien je vais subdiviser Rn en R puissance d plus 1 croix produit cartésien Rm. Et ici, je vais avoir du côté Rd plus 1, je vais avoir l'intersection de l'hyperplan ici. Donc comme on est en rang 2, c'est normal d'avoir une intersection comme noyau de deux hyperplans. J'ai cet hyperplan-là et l'hyperplan x1 égale 0, croix Rm. Donc j'ai quelque chose qui va être de dimension, qui va bien être de dimension. Là, c'est d plus 1 moins 2 plus m, c'est-à-dire n moins 2. Voilà. Ok. Alors, la question 8 c'était une épine dans le pied aussi, soit calculatoire, soit alors, bon, c'est vrai que, bon, on va voir, c'est un calcul de déterminant, mais le calcul, bon, je vais essayer de le rendre le plus digeste possible. On a deux graphes, G1 et G2. Dans chaque graphe, on choisit un sommet et on crée un graphe G avec les deux graphes et une arête entre les deux sommets qui ont été choisis. Donc vous voyez, un graphe G1, un graphe G2 et cette arête excédentaire en rouge. Ça c'est le graphe G. Et il faut montrer que le polynôme caractéristique de G, c'est le polynôme caractéristique de G1 fois le polynôme caractéristique de G2, moins le polynôme caractéristique du graphe quand on a enlevé le sommet S1, donc finalement toutes les arêtes qui allaient avec, fois le polynôme caractéristique de G2 quand on a enlevé le sommet S2. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'on trouve, donc on a globalement un polynôme caractéristique ici du graphe, qui est G, qui va être de la forme, on va avoir un bloc diagonal avec ici la matrice
du polynôme caractéristique de G1, la matrice du polynôme caractéristique de G2, et si j'ai bien placé S1 et S2, je peux les placer où je veux sans que ça change le polynôme caractéristique, ça on l'a vu avant, eh bien je mets un 1 ici et un 1 là, symétriquement. Alors ici, il y a une façon, on va dire le développement de Laplace, qui permet de faire ça. Bon, moi c'est ça que je me suis dit en premier, puis après je me suis dit, bah non, quand j'étais copain, je ne savais pas ça. Ok, alors comment faire avec les moyens du bord? Avec les moyens du bord, il y a un calcul. Avec, bon, alors là, c'est quand même un gros calcul avec un développement juste sur des lignes ou des colonnes. Parce que le développement de Laplace, c'est un développement sur plusieurs lignes ou sur plusieurs colonnes. Donc ça, c'est sympa parce qu'on aurait fait là-dessus, et là, ça aurait été mieux. J'ai pensé à une chose qui, elle, me paraît simple pour décomposer un peu la difficulté, c'est de remplacer 1 par y, voilà, y et y. Ce qui fait que, bon, j'oublie x, bien sûr, bon, c'est un polynôme px de y, d'accord? Et il est de degré 2, parce qu'il y a 2 fois y sur deux colonnes différentes. Donc il est de la forme ay2 plus by plus c. Donc ça permet de décomposer la difficulté, parce que c, c'est p de 0. Bon, donc ça, c'est facile. B, c'est prime de 0, et A, c'est 1/2 de p seconde de 0. C'est finalement la formule de Taylor polynomiale. Bien. Donc C, c'est P de 0, ça veut dire que je mets P de 0. Donc quand je vais faire le déterminant, ben, ça va faire le produit de ça par ça, c'est-à-dire qui G1 fois qui G2. B, maintenant, c'est P' de 0. Alors comment on dérive un déterminant? Ben, un déterminant, c'est un espèce de produit. Vous voyez, le déterminant, c'est une somme sur Sn, sur le groupe des permutations, avec epsilon de S, bon, epsilon de sigma, et vous avez un produit. D'accord? Donc là, ça va être un produit dont les facteurs dépendent de Y. En tout cas, certains facteurs. Donc ça va se comporter comme la dérivée d'un produit. Un produit de n colonnes. D'accord? Si je regarde sur n colonnes. Donc je vais regarder d'abord, sur la première colonne, je vais dériver sur la première colonne. Ça va faire que je vais avoir que des zéros là, et un 1 ici, et que des zéros, évidemment, après. D'accord? Là, je vais avoir un bout de matrice, donc je regarde juste la matrice m'G1x, et puis ici, j'ai des choses. Je vais avoir y là, mais y, comme j'évalue en 0, c'est 0. Et ensuite, j'ai mg2x ici, et ensuite j'ai la même matrice, mais où on a remplacé G1 par G2. Alors, ce que j'affirme, c'est que chaque terme ici est nul. Il suffit que je démontre que ce terme est nul par symétrie. Ici, ce terme, il est nul, parce que si je regarde les vecteurs, le premier vecteur là, et les vecteurs ici, eh bien, ils sont liés, parce qu'il y en a n2 plus 1, n2 c'est la taille de cette matrice, donc plus 1 quand je rajoute celui-ci, et qui sont dans un espace de dimension n2. Donc ils sont forcément liés, donc le déterminant est nul, et là le déterminant est nul aussi par symétrie, eh bien ça fait que b est égal à 0 plus 0, ça fait 0. Bon, A maintenant, c'est 1/2 de p seconde de 0. Mais p seconde de 0, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ben, soit on dérive 2 fois cette colonne, ben là ça va faire une colonne nulle, donc 0. On dérive 2 fois celle-là, donc pareil, colonne nulle, donc ça fait 0, on oublie. Et puis il y a le double produit dans la formule de Leibniz, hein, des dérivations. Donc il va y avoir 2 fois, et là, on va dériver une fois là et une fois là. Donc ça va faire un 1 ici, un 1 ici, avec des zéros, évidemment. Voilà. Et les matrices, donc ici, j'ai des blocs diagonaux, ici, alors j'ai des éléments ici, et j'ai des blocs diagonaux, m'Gx, m'G1x et m'G2x. Ça, c'est la matrice du polynôme caractéristique, du graphe G1, auquel on a enlevé S1, et pareil pour S2 ici. Donc maintenant, je ramène cette colonne à la deuxième colonne en faisant D1 translation pour le ramener là, et je vais tomber sur moins 1 puissance D1
moins 1 puissance moins 1 et moins 1 puissance d1. Donc ça va faire moins en tout. Et ensuite, quand je vais développer le déterminant, je vais avoir qui G1 moins S1, qui G2 moins S2. Ça me paraît difficile, calculatoire, astucieux. Moi, en tout cas, ça m'a demandé une astuce pour le faire avec des méthodes de Bac+2. Mais heureusement, le résultat, il était annoncé. Donc, on pouvait s'en servir dans le 9. On a un graphe étoilé à D1 branche, donc D1 plus 1 sommet, et un autre graphe étoilé à D2 branches, donc D2 plus 1 sommet, et ici, on a un petit lien entre les deux, comme ici. Et on veut calculer le polynôme caractéristique et le rang de la matrice d'adjacence. Eh bien, là, ça c'est facile. Le 9, par contre, on y arrive facilement grâce au 8. Et ce qui précédait, puisque on avait, pour ce graphe-là, on a x puissance d1 plus 1 moins d1 x puissance d1 moins 1. Ça, c'est ce qu'on avait calculé précédemment. Facteur 2, pareil avec des 2 ici. Moins, et évidemment, quand on enlève S1 et qu'on enlève S2, il n'y a plus d'arêtes. Les arêtes disparaissent, donc on a des matrices nulles. Donc finalement, le polynôme caractéristique des deux matrices nulles, on va avoir x puissance d1, x puissance d2. Quand je développe, ça me fait ce grand résultat-là. Je vois que 0 est donc de multiplicité d1 plus d2 moins 2. Donc ça, c'est la multiplicité algébrique de la valeur propre 0. Ça veut dire que la multiplicité géométrique aussi, parce que c'est diagonalisable, on l'a vu, c'était la question 2. Donc le rang, c'est finalement la dimension moins la multiplicité géométrique de 0, moins la dimension du noyau finalement. Donc c'est D1 plus D2 plus 2, moins D1 plus D2 moins 2, ce qui nous fait 4. Voilà, c'est fini.